aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous une partie de mes recherches, mais d'abord, je vais vous présenter très rapidement mon parcours pour que vous puissiez un tout petit peu comprendre pourquoi je suis arrivée à travailler aujourd'hui sur la question des radicalités et notamment avec l'approche du genre. Donc d'abord, je suis sociologue de formation. J'ai travaillé beaucoup sur la question des représentations des femmes dans les médias, notamment les médias arabes, parce que je suis d'origine libanaise. Et j'ai commencé mes recherches doctorales dans mon pays natal et par la suite en France, notamment à Bordeaux. Donc, en 2006, j'ai créé mon carnet de recherche académique contre discours radical. L'idée, c'est aussi de comprendre ce phénomène-là. Et c'est là où j'étais confrontée à une réalité que, en analysant le discours propagandiste du groupe État islamique, ou ce qu'on appelle Daesh, je me suis retrouvée face à un corpus qui peut être qualifié salafiste. Donc, j'étais face à un discours purement salafiste qui renvoie à cette idéologie-là. Je vais revenir avec un peu plus de nuances sur c'est quoi le salafisme, parce que c'est très important de définir les termes avant de se lancer dans les résultats. Donc, bien évidemment, en travaillant toujours sur le même corpus qui m'a interpellée en tant que sociologue de genre, aussi une autre caractéristique, c'est la présence d'un discours féminin dans cette propagande-là. Et que je suis tombée, par exemple, en travaillant sur les magazines francophones et anglophones, et bien évidemment aussi arabophones, sur des profils des femmes, des chroniqueuses, qui participent activement à cette propagande-là. Donc j'ai repéré une dizaine d'articles sur un échantillon, notamment sur les magazines, parce que aussi on peut trouver de discours sur d'autres types de productions médiatiques, mais pas sur des productions visuelles. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que c'est une idéologie qui est stricte vis-à-vis de la question de la visibilité des femmes. Donc, et là, j'ai travaillé sur l'engagement salafiste des ce que j'appelle, ou ce qu'ils, elles, s'identifient en tant que muhajirat, ça veut dire des migrantes, parce que c'était des profils des femmes occidentales qui ont pris la décision de partir, de s'engager dans les rangs de Daesh et aussi d'être actives dans la production ou dans les productions médiatiques de ce groupe-là. Et c'est là aussi que j'ai retrouvé le même discours salafiste dans ce que prônent ces femmes-là. Donc, et c'était aussi au moment où il y avait une vraie polémique en France autour de la question de radicalisation, ou de ce que je préfère appeler djihadisme, et autour du salafisme. Est-ce que le salafisme est responsable et la chambre noire du djihadisme ou pas? Est-ce qu'on peut accuser les salafistes d'être vraiment responsables du djihadisme et du terrorisme ou pas? Donc c'était un vrai débat, d'ailleurs c'est toujours le cas, je pense, et que en regardant aussi le pourcentage des femmes qui étaient intéressées, enfin qui sont intéressées et qui y ont été signalées en tant que personnes radicalisées. Et en France, c'est un phénomène social, parce qu'on trouve, selon les derniers chiffres de l'UCLAT, qui est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste en France, qu'il y a presque 27% des personnes, parmi les personnes signalées, sont des femmes. Donc c'est assez caractéristique, je dirais, du contexte français. Et la question que comment des fillettes peuvent-elles être séduites par une idéologie certes meurtrière et sanguinaire, mais aussi
l'oublierait-on sexiste, machiste et misogyne? Pourquoi je dis fillette? Parce que si vous regardez les statistiques devant vous, vous allez retrouver 30%, un tiers à peu près, parmi les 30%, sont des mineurs, des très jeunes filles, qui étaient signalées comme radicalisées. Et aussi parmi ces 30%, presque 30%, on trouve 50% des convertis. Donc là aussi, ce sont des chiffres et des statistiques qui nous parlent, nous en tant que sociologues ou chercheurs en sciences humaines et sociales, et que pour comprendre pourquoi cette version de l'islam, pourquoi le djihadisme intéresse des filles, des jeunes filles, pourquoi ces filles vont aller jusqu'à rejeter un système, je dirais presque égalitaire, et où elles disposent des droits de protection et qu'elles vont partir, ou elles vont tout simplement s'engager dans cette idéologie-là. Donc c'était l'idée de départ qui m'a amené à mener ma propre enquête à 2 niveaux. Donc ce que vous allez voir dans cette intervention, c'est vraiment les premiers résultats, parce que l'enquête elle est toujours en cours, les premiers résultats de cette enquête-là. D'abord, en tant que quelqu'un qui est sociologue des médias, qui travaille sur le numérique, bien évidemment, je me suis retournée vers la toile, vers Internet, tout ce qui circule sur Internet autour du salafisme en France, dans le contexte français, donc en langue française. Qu'est-ce que, en tant que fille, si je vais aller sur Internet chercher, je vais tomber sur quoi? La place du discours salafiste sur Internet, mais pas que. Mais j'ai dit, ça sera aussi intéressant de voir, au-delà d'Internet, d'aller dans les librairies pour voir qu'est-ce que je vais trouver. Et il n'y a pas eu meilleur que la rue de Jean-Pierre Timbaud, parce que là aussi, il y a une polémique, un débat autour d'une certaine spécificité de cette rue-là qui va, dans une vingtaine d'années seulement, se transformer et qu'on va voir des petits commerces qui vont être remplacés par des librairies, et je mets le mot librairie entre guillemets parce que vous allez comprendre par la suite pourquoi, parce que ça dépasse vraiment le terme de librairie, c'est une sorte de bazar, si vous voulez, où on peut trouver des parfums, on peut trouver des dates, on peut trouver des vêtements de mode, et là, j'ai dit, je vais y aller, je vais voir qu'est-ce que je vais trouver sur les rayons de ces librairies-là. Donc, c'est ça, ce que vous allez voir, c'est vraiment les analyses de ces 2 enquêtes en cours. Mais d'abord, pour comprendre, je pense que c'est évident pour surtout les personnes qui entendent beaucoup le mot salafisme et qu'il ne faut pas avoir honte de dire « je ne sais pas c'est quoi ». Où j'ai entendu parler des hommes politiques, j'ai entendu parler dans le discours médiatique des journalistes de ce mot-là, de ce terme-là, mais je ne sais pas tout à fait c'est quoi. Donc je commence très brièvement parce que là, ça nécessite des journées d'intervention pour comprendre. C'est quoi le salafisme? Donc contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée autour de ce terme-là ou cette notion-là, le salafisme, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement politique en tant que tel, c'est une croyance. Donc, pour être vraiment pour être plus précis dans cette définition-là. Donc, c'est une croyance qui part de l'idée que le vrai islam, ou islam pur, est celui de la génération du prophète Mohammed et les 2 qui suivirent. Donc c'est un retour aux origines. Même dans ce retour aux origines, là, on ne va pas
prêter attention, on va laisser tomber la tradition, ce qui fait qu'on est dans une sorte de fondamentalisme. Vous voyez un tout petit peu la différence. Donc, c'est le retour à l'islam originel. C'est une sorte d'orthopraxie littéraliste et rigoureuse, supposée représenter l'islam originel, en réalité. C'est ça. Donc, et bien évidemment, si on va revenir, parce que je ne suis pas spécialiste, il y a des spécialistes qui ont plus de légitimité de moi de parler avec plus de détails sur la question du salafisme. Je vous renvoie par exemple aux travaux de Samir Amrar, je vous renvoie aux travaux de Nabil Mouline ou de Gilles Kepel ou d'Olivier Roy ou d'autres chercheurs, Amadi Redissi par exemple, qui ont travaillé sur la question-là. Mais juste ce qu'on peut retenir vraiment de la question que c'est on se base sur une interprétation littéraliste des textes religieux et dans le salafisme on voit beaucoup de mimétisme dans le sens, pour reprendre un tout petit peu le terme de René Girard, il y a beaucoup de mimétisme et si vous regardez un tout petit peu les captures d'écran parce que je vous invite vraiment à prêter plus peut-être d'attention aux images parce que moi je travaille beaucoup sur l'image et le symbolique qui est derrière. C'est aussi une doctrine qui se présente en tant que unique et la doctrine la plus originelle, la plus pure, la plus vraie et du coup on est toujours dans un rapport de supériorité par rapport aux autres. Donc ça, c'est important de le prendre en considération dès le début. C'est pour cela que l'image, je suis salafi, je suis presque Superman, donc, ou Superwoman, c'est ce qu'on va voir. Et sur la dimension mimétique, puisque on est tenu à s'aligner à une communauté bien évidemment imaginaire, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qui a été vécu pendant l'époque, et si c'était vraiment des personnes parfaites, ou presque, enfin, on se réfère à une communauté imaginée par ce groupe-là pour, bien évidemment, justifier nos systèmes de valeurs, pour justifier nos comportements. Et par la suite, on se base beaucoup sur la distinction et la différenciation. Donc, c'est une communauté ou c'est un groupe qui part de cette idée-là qu'il faut, puisqu'on est une communauté à part, donc il faut qu'on se distingue des autres. Bien évidemment, les autres, en premier, ce sont les autres musulmans, puisque c'est aussi important de prendre cette logique-là, que si on veut se distinguer d'abord par rapport aux musulmans et par la suite par rapport aux autres. Donc, c'est une forme de distinction vestimentaire. Donc là, on va adopter des tenues traditionnelles qui sont en réalité tirées du dress code saoudien, parce que ça se voit, ça saute à l'œil. Donc là aussi, la façon de prier, il faut qu'elle soit différente. La mise en œuvre des détails de la vie courante, là aussi, on va dire, bon, je peux boire seulement avec la main droite, je n'ai pas le droit, si par erreur je bois avec la main gauche, il faut que je m'excuse auprès de Dieu et que je reprends le verre. Donc, on est vraiment dans le détail des détails. Donc, c'est aussi très rapidement, qu'est-ce qui va donner un tout petit peu
je dirais presque d'étendue là, ou plus de place au salafisme, c'est le mouvement qui est un mouvement politique, ce qu'on appelle le wahhabisme. Et le wahhabisme va naître en Arabie Saoudite dans le XVIIIe siècle avec Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est un religieux, un imam de Najd, et qui va signer le fameux pacte avec la famille Al Saoud pour instaurer l'État saoudien. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie saoudite est tenue à respecter ce pacte-là, le pacte de Najd, et qui va donner beaucoup de souffle au salafisme, puisque l'idéologie wahhabite aussi prétend au retour aux origines, donc au salafisme. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que salaf, ça veut dire les pieux ancêtres, les salaf saleh, ça veut dire les pieux ancêtres. Donc c'est le terme, la traduction du terme salaf en arabe. Donc le wahhabisme aussi prétend, donc s'aligne sur la doctrine salafiste, mais avec l'argent du pétrodollar, et qu'on va pouvoir répartir et assurer une propagation du salafisme qui prétend réislamiser les masses, et avec l'argent du pétrodollar, notamment à partir des années 70, qui date de la création de l'Université islamique de Médine, où on va former des dizaines de milliers de jeunes, et d'ailleurs on continue à former, de tendances salafistes, et qu'on va envoyer dans le monde entier pour répartir le salafisme. Donc je l'ai fait assez rapidement parce que c'est aussi important. Donc ce qu'on voit, si vous voulez, aujourd'hui, juste je termine cette partie avec la notion du djihadisme. Le djihadisme, si vous voulez, c'est un mélange explosif entre le salafisme et le wahhabisme. Donc entre, si vous voulez, l'orthopraxie, si on va dire, qui est née apolitique, et le projet politico-religieux avec le wahhabisme. Vous voyez? Donc c'est aussi important de dire, j'ai fait très court peut-être, après dans la discussion, si vous voulez plus de détails sur cette partie-là, on peut y revenir avec plaisir. Donc, là, la question qu'aujourd'hui, on est face à un phénomène social qui est la propagation. La propagation, elle est faite d'ailleurs, puisqu'on travaille depuis des décennies et du coup, que ce soit en France ou dans le monde entier, parce qu'on a une stratégie globale pour diffuser, pour propager la doctrine salafiste, et on subit aujourd'hui, nos sociétés ont subi les conséquences. Et une partie de ces conséquences-là, c'est ce qu'on voit avec, par exemple, le djihadisme, puisque l'idéologie djihadiste, s'aligne sur l'idéologie salafiste. Ça ne veut pas dire pour autant que les salafistes sont responsables ou les salafistes sont systématiquement des djihadistes, absolument pas, mais tous les djihadistes, moi, à mon avis, et sur la base de mes travaux, sont des salafistes. Donc là, peu importe s'ils ont reçu une socialisation salafiste ou pas, pour moi, c'est mon analyse, c'est le passage à l'acte qui constitue parfois une sorte de baptême au salafisme, pour certains djihadistes qui vont venir des milieux de la délinquance, d'autres qui vont vivre une vie très libertine, et qui vont passer à l'acte en un lapsus de temps extrêmement rapide. Mais au moment où l'acteur, moi, revendique son action au nom de l'idéologie djihadiste,
on est dans le baptême du salafisme. Parce que moi, en tout cas, c'est ça. Donc, mais aussi, la question aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas surestimer le salafisme ou les conséquences du salafisme, ni les sous-estimer d'ailleurs, puisque ça reste une minorité. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on parle du phénomène de radicalisation ou quand on parle du djihadisme, ça reste un phénomène très rare. Si on prend en considération le nombre de personnes qui sont touchées ou qui sont engagées dans cette idéologie-là par rapport à la population mondiale, c'est très minime. Donc c'est un phénomène rare, mais c'est un phénomène qui est complexe. De la même manière que les salafistes constituent assez souvent une minorité en dehors, bien évidemment, de l'Arabie saoudite. Parce que là aussi, on n'est pas dans les mêmes proportions. Donc ce sont des minorités, mais puisque ce groupe-là se base sur la logique de distinction, donc c'est un groupe qui se fait remarquer très, très facilement. D'accord ? Donc là, vous pouvez par exemple dans cet amphi avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes voilées, ça ne va pas vous attirer votre attention par rapport à un nombre de personnes non voilées. Mais au moment où on va voir une personne qui porte le niqab, tout le monde va tourner vers cette personne-là. Donc même si ça reste une personne par rapport à une centaine ou à un millier de personnes. Vous voyez ? Donc, la question, c'est que comment, puisque le pourquoi aussi c'est important, on s'intéresse aussi à pourquoi ces femmes-là et ces hommes, mais aujourd'hui notre thématique c'est plutôt pourquoi des femmes, et comment ces femmes-là tombent sur cette idéologie-là et sont attirées par cette idéologie-là. Et est-ce que est-ce que c'est seulement sur Internet ? Est-ce que ça dépasse Internet ? Qu'est-ce qui se passe dans le contexte français ? La place de ce discours-là, elle est où ? Et comment on attire des femmes ? Et avec quel discours ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour la première partie, si vous voulez, concernant c'est aussi important de savoir que promet cette idéologie-là aux femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vraiment les intéresse, les séduise plus que d'autres ? C'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on promet aux femmes. Bien évidemment, en rentrant, je vais vous amener avec moi avec une petite escapade en plein centre-ville de Paris. On atterrit dans la rue Jean-Pierre Timbaud. On va rentrer dans peu importe quelle librairie, enfin, il y en a plein autour, et on va juste. Il n'y a pas besoin de passer trop de temps pour chercher ou de demander, poser la question au vendeur. Et tout de suite, il y a des rayons hyper colorés qui vont vous attirer votre attention. Et là, vous dites, bon, il y a quelque chose qui flash là. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vous ai amené ce que j'avais acheté. Donc, des couleurs rose, fuchsia. Bien évidemment, ce sont des couleurs et de signes, pas seulement des couleurs assignées aux femmes. Donc là, toujours, il y a des roses. Des fleurs, donc des silhouettes, parce que vous pouvez voir aussi des silhouettes des femmes, avec bien évidemment des titres. Il y a des rayons entiers dédiés aux femmes dans ces librairies-là. Donc avant juste de regarder les titres, donc on va tomber sur genre les secrets du hijab, voile les tenues vestimentaires de la femme en islam. C'est celui-là. Donc, main dans la main pour ta réussite, mon cher mari. Ma sœur, voilà comment Allah et son messager veulent que tu sois. Femme musulmane, voici les clés pour accéder au paradis et te sauver de l'enfer. Soyez la femme la plus heureuse au monde. C'est un titre à part. Femme au foyer, redécouvre-t-on chez toi.
ou encore Nouveau départ avec ton mari. Donc pour l'instant, bon, c'est hyper merveilleux. Donc est-ce qu'on peut, si on regarde, parce que là, je n'aurai pas le temps de... Si on regarde les éditions, on va trouver bien évidemment que ce sont des éditions françaises, éditées beaucoup à Lyon. Il y a beaucoup des éditions à Toulouse. Par exemple, les éditions An-Nawa sont très connues. Ils ont un site, ils ont plusieurs dizaines de milliers de followers sur Twitter, sur Facebook, etc. Et il y a aussi des éditions en Belgique. Mais tout est édité en France. La plupart sont édités en France ou en Europe. Et si on regarde les auteurs, les noms des auteurs, on va tout de suite identifier un groupe d'auteurs saoudiens parmi les religieux saoudiens. Donc, c'est à majorité des auteurs saoudiens, à part par exemple ce monsieur-là, qui est un religieux, Farid El-Ansari, qui est un Marocain, qui par exemple va reprendre dans cet ouvrage-là la célèbre phrase si tu es voilée, tu es une bonne musulmane, sinon tu oublies ta religion. Donc c'est le slogan dans son ouvrage. Donc, et ce sont souvent des ouvrages qui ont été traduits de l'arabe en français. C'est ce que vous allez remarquer en travaillant sur les contenus. On va aller plus de détails parce que pour l'instant, on dit oui, mais ça peut être extraordinaire. Comment on peut savoir? Déjà, surtout pour la partie qui, quand même, la plupart sont signés par des religieux saoudiens, donc on comprend tout de suite que ce sont quand même des ouvrages plutôt salafistes. Donc, aussi, je vais un tout petit peu naviguer entre Jean-Pierre Timbaud et entre Internet et vous faire une expérience. On va faire l'expérience ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur Internet. Parce que vous pouvez me dire que, ah bon, mais les jeunes filles aujourd'hui sont plutôt sur Internet qu'au centre, qu'à Paris ou à l'extérieur ou dans les librairies. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela que c'était pour moi important de me prêter à l'exercice, de me mettre dans la peau d'une jeune femme qui est en quête d'information, en quête de spiritualité et qui va aller sur Internet pour avoir des réponses. Parce que souvent, quand on part sur Internet, parce qu'on a des attentes. Donc, on cherche quelque chose. Et surtout quand on tape dans Google, dans le moteur de recherche Google. Donc, j'ai tapé « Femme au paradis ». Vous pouvez le faire, hein, mais après, je ne vous garantis pas les conséquences. Donc, on va tomber sur, bien évidemment, plusieurs propositions. Je ne sais pas si c'est lisible pour tout le monde, mais après, on va petit à petit rentrer dedans. D'accord? Donc, et du coup, j'ai choisi le troisième. Je ne suis pas très feignante, donc je ne vais pas cliquer sur le premier lien, le premier choix. J'ai cliqué sur le troisième. Hop. Donc, qu'est-ce que je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur un site qui s'intitule « La science légiférée, le suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs ». Déjà, c'est très important quand on travaille vraiment sur un corpus, que ce soit visuel ou sur un texte, c'est de prêter attention au langage. Quel langage on utilise? Et quel code on utilise? Parce que c'est comme ça qu'on identifie telle ou telle tendance. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des pieux ancêtres, donc les pieux prédécesseurs. Là, tout de suite, ça saute à l'œil. Donc, c'est un code qui identifie, si vous voulez, une tendance spécifique pour ce site-là. Donc, le site, si on regarde, a pour objectif de diffuser, bien évidemment, la doctrine salafia,
salafiste, alors, qui est la bonne, c'est comme ça qu'on définit le site, qui est la bonne compréhension de l'islam. Donc, le site se définit comme ça. Et quand j'ai regardé, parce que je ne vais pas pouvoir vous diffuser tout, quand j'ai regardé, j'ai trouvé un compte Twitter qui est affilié à ce site-là, avec 15 000 abonnés. D'accord? Donc, on s'intéresse au contenu. Bien évidemment, si je regarde, je tombe sur l'article qui est Femmes au paradis, parce qu'il m'a proposé quand même une réponse. D'accord? Donc, dans ce réponse-là qu'il m'a proposé, je vais tout de suite identifier un nom qui est Majma' al-Fatawa, qui est le titre d'un ouvrage salafiste. Donc, chapitre du jour dernier, question. Et si je vais regarder qui est l'auteur, en bas, c'est Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthayman. Donc, tout de suite, je comprends. On va revenir sur le contenu, ne vous inquiétez pas, je vous promets. Donc, bien évidemment, le site va me proposer aussi plein d'autres thématiques sur la question des femmes et va me renvoyer, m'orienter vers d'autres sites. Et vous connaissez un tout petit peu l'algorithme, comment ça fonctionne Internet, et que si je suis intéressée par ces contenus-là, donc il va m'envoyer vers d'autres. Donc, je tombe sur un autre site et avec une rubrique extraordinaire, c'est écrit, vous voyez, Coin des Sœurs. Donc, je clique dedans et ça me transporte dans un univers extraordinaire, fabuleux, la vie en rose. Donc, on retrouve les mêmes codes, couleurs assignés à la jante féminine. Ce n'est pas pour rien qu'on reprend les mêmes codes couleurs assignés aux femmes, parce que c'est une stratégie de marketing et les salafistes sont les meilleurs pour vendre leurs produits. Donc, on adopte les stratégies de marketing. Bien évidemment, Coin des Sœurs, là aussi, qu'est-ce qu'on va trouver comme auteur, parce qu'on est toujours sur la version auteur. On va trouver, bien évidemment, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qui quand même était le mufti de l'Arabie saoudite. Et qu'est-ce qu'il va nous raconter? Donc, la femme de demeurer en son foyer et d'accomplir un travail, parce que c'était un article sur le travail des femmes. Et bien évidemment, selon lui, le travail principal des femmes, c'est de rester chez elles. Mais on va revenir sur le contenu. Le domaine de travail de la femme, est-ce qu'il leur est spécifique, tel que l'enseignement des filles ou un travail chez elles dans la couture? Donc là, c'est ce genre de réponse. Si je suis une femme, on va dire musulmane, et j'ai un projet de travailler et je vais aller voir est-ce que c'est permis ou pas. Donc je vais tomber en troisième position c'est ça ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la place. Je reviens là. Donc, ils sont très bien placés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et nous, les sociologues des médias qui ont travaillé sur ces questions-là, on le sait très bien qu'au moment où on veut assurer une bonne propagation et diffusion de notre discours sur Internet, on a intérêt à avoir une stratégie digitale qui est assez élaborée, qui permet de remonter notre produit en premier. Ça veut dire quoi? Que le choix proposé par Google en premier, ce sont les sites qui ont eu le plus de clics et de visites. Et que quand je tombe en troisième place ou en quatrième place sur un site salafiste, ça veut dire que ce site-là, il est très bien placé, il est très bien visiter. C'est comme ça que je vais pouvoir par la suite étudier et comprendre l'impact de tel ou tel site par rapport à sa position sur Internet. Donc, bien évidemment, là, si vous avez fait, j'ai cliqué, je suis revenue sur le menu, j'ai cliqué sur cinquième. Et là aussi, je suis tombée, et là, on affiche directement parce que le titre du site s'appelle As-Salafiyoun.
Donc, as-salafiyoun, c'est les salafistes, tout simplement. C'est le titre de... et là, on va tomber sur un choix extraordinaire des thématiques, voyage de la femme, jugement sur la poignée de main entre hommes et femmes. Donc ça, c'est des titres d'articles qu'on peut cliquer dessus pour... Donc la femme peut-elle se couper les cheveux? Y a-t-il des différences dans la prière? Les femmes et la science, les femmes et la dawa, ça veut dire la prédication, caractéristiques des femmes hypocrites, les biens de la femme, l'or pour les femmes, la femme peut-elle danser? Sur la aura, qui est la zone qui est interdite, sur la aura de la femme musulmane, quelques fatwas spécifiques aux femmes, la dawa de la femme dans la prière, etc. Donc là, on a plein de réponses. Et bien évidemment, je clique et alors, est-ce que enfin je vais pouvoir couper mes cheveux ou pas? Donc là, j'ai cliqué, la femme peut-elle se couper les cheveux? Et bien évidemment, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, le célèbre religieux qui va me répondre, pour me dire « Il n'est pas permis à une femme de couper ses cheveux courts dans le dos et de laisser les côtés des plus longs parce que c'est une défiguration et une bêtise pour ses cheveux qui font partie de sa beauté. Et cela implique aussi une imitation des mécréantes. » Donc, la question qui se pose, que je clique depuis la France. Je suis une jeune née en France. Je suis occidentale aussi. Donc, donc la personne qui va me répondre, il va me proposer de rejeter tout ce qui est en lien avec l'Occident, l'ordre social, le modèle occidental des femmes, la société occidentale, tout ce qui est en lien avec l'Occident, on me demande de le rejeter. Donc, on est dans une pensée plutôt sectaire qui va isoler la personne sur elle-même et qui va non seulement l'isoler, mais qui va aussi l'appeler à ne pas surtout faire ou imiter les autres. Les autres, c'est ses homologues. Donc, juste un exemple, parce que c'est aussi ce qui est problématique dans ce discours-là. Là, j'ai parti. La femme peut se lever au matin chez elle et être enterrée au soir, ou inversement. Que ces femmes craignent Allah, qu'elles délaissent les propagandes occidentales corruptrices, car lorsque les Occidentaux ont mangé la chair de la perversion, ils nous ont donné les nerfs et les os, de la charogne et de la perversion, que nous engloutissons après les Occidentaux les dépouiller de tout profit. Donc, c'est un exemple, c'est un discours sur l'Occident qui est diffusé et qui est destiné, et qui a été traduit bien évidemment, parce que au début, ce discours-là a été écrit en arabe, d'accord? Parce que, je vous ai dit, ce sont souvent des textes traduits de l'arabe en français et bien évidemment en d'autres langues, mais qui ne sont pas du tout adaptés à un public occidental. Bien évidemment, comment je vais convaincre? Parce que vous allez me dire, ah oui, mais les gens ne sont pas dupes et que... bien évidemment, si je vais lire ce genre de paroles, je vais changer, je vais chercher ailleurs et je ne vais pas être convaincue. Mais la question, c'est qu'il y a une vraie stratégie de manipulation qui est derrière et qui est encore plus profonde et qui utilise les mêmes techniques de manipulation qu'on trouve, qui ont existé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour convaincre? Pour convaincre une personne, bien évidemment, on va utiliser des arguments d'autorité. C'est ce qu'on appelle pour manipuler une personne. Pour bloquer l'esprit critique chez cette personne-là, on va utiliser un argument d'autorité.
l'argument d'autorité phare dans le discours salafiste, si vous voulez, c'est bien évidemment le Coran. Donc, le Coran, il a dit ça. Après, c'est le prophète. Après, ce sont les compagnons et par la suite, les savants. Donc, j'ai pris un exemple. L'ouvrage, il est là. Pour toi, ma sœur, il est là. Donc, c'est un ouvrage, bien évidemment, qui s'adresse aux femmes pour les aider, donc proposer des réponses sur des différentes thématiques. Mais en introduction, qu'est-ce qu'on commence par quoi? On commence par ce genre de contenu qui dit les directives du Coran à l'égard de la femme musulmane. Le Coran enjoint à la femme de ne pas s'asseoir avec les hommes dans un même endroit, mais c'est le Coran qui a dit, c'est pas moi. Je vous jure sur le Coran. Vous savez, c'est très significatif. Donc le Coran, notre exemple, invite la femme à rester chez elle. Donc là, on n'en discute pas. C'est le Coran qui a dit ça. C'est écrit dans le Coran. Et combien de jeunes, de femmes, des adultes qui vont vous répondre « mais c'est écrit dans le Coran ». Et au moment, si vous voulez les coincer, vous dites « mais c'est écrit où ?» Il suffit de dire ça. Donc, notre exemple, même dans la mosquée, le prophète éloignait les femmes des hommes par mesure de précaution. Ou, un autre exemple, les textes de l'islam où les savants des musulmans ont dit ça. Donc, le monsieur, il va, ce cheikh-là, Al-Badr, il va commencer une vingtaine de pages en disant « c'est pas moi », il ne va pas parler de lui. Parce que c'est ça dans la logique. Il n'y a pas de clergé, c'est pas moi qui a dit ça, c'est pas moi, c'est le Coran qui a dit. Et moi, je fais que tout simplement vous orienter et vous dire ce qui est écrit dans le Coran ou ce que le prophète a dit. Donc, on va utiliser pour manipuler, parce qu'on est dans la pure manipulation, des arguments d'autorité de ce genre-là. Et une aussi technique que j'ai soulevée, qui est très, très présente dans le discours, que ce soit vraiment dans les ouvrages ou sur Internet, c'est de mettre la personne, et surtout les jeunes filles, dans une approche anxiogène, leur faire peur. Et c'est ce qu'on a remarqué en travaillant, par exemple, sur des témoignages des jeunes filles radicalisées en France et en Belgique, c'est que c'était assez souvent avec un discours qui par exemple, un discours autour de la mort, autour de la question salut, le jugement dernier, etc. Donc, faire peur à la personne pour qu'il soit plus manipulable, si vous voulez, par la suite. Donc, dans le discours salafiste, qu'est-ce qu'on utilise? La tentation des femmes et les ravages de la mixité, c'est un titre. Autre exemple, la tentation entre les hommes et les femmes, les aider à éviter les péchés capitaux, à s'éloigner des turpitudes dévastatrices. Autre exemple, la tentation, bien évidemment, si on ne respecte pas ce qu'il nous dit, entraîne des préjudices et des ravages inquantifiables et inqualifiables. Autre exemple, si elle se détache, bien évidemment, la musulmane, de ses enseignements, bien évidemment, je le mets moi, je l'ai rajouté entre guillemets, entre parenthèses, salafistes, elle sombre dans les abîmes du vice, s'enfonce dans les marécages de la corruption morale et perd sa dignité. Elle attire le déshonneur et l'ignominie sur elle, sa famille et son entourage, les contraint à marcher tête baissée et porte atteinte à leur réputation. Donc, rendre la personne responsable de tout le mal du monde, ça fait peur. Ça fait peur. Et dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est pas possible. Si je fais ça, je suis responsable de tout ça, donc il doit y avoir une solution. Mais avant de proposer la solution, parce que c'est aussi une stratégie dans la manipulation, si on regarde de plus près ce discours-là, par exemple, on va
vont tomber sur une forme de misogynie, mais extraordinaire, mais non seulement une misogynie, mais une haine des femmes. Carrément une haine des femmes. Je vous ai sélectionné 2 extraits. Les principaux facteurs de déchéance des civilisations, du délitement des sociétés, de dilution des mœurs et de la propagation du crime sont l'impudeur vestimentaire des femmes et la mixité, l'abus de la coquetterie et la promiscuité. Fin de citation. Là aussi, on va trouver une autre citation. « Nul doute que le fait de donner la possibilité aux femmes de fréquenter les hommes est la base de toutes les catastrophes et de tous les vices. C'est même le principal facteur de châtiment collectif et de corruption des affaires collectives et individuelles. » Et là, on va rapporter ça à un juriste qui s'appelle Ibn al-Qayyim, qui a vécu dans le fin 13e, début 14e siècle. Donc, misogynie, par exemple, dans un ouvrage que j'ai oublié de l'amener avec moi, qui est Fatawa Nisa, qui est aussi signé par un auteur saoudien, c'est là où on veut par exemple, trouver une fatwa qui dit que l'urine d'un bébé fille annule les ablutions car il est impur, alors que celui d'un bébé garçon ne l'est pas. Donc, ce sont les mêmes fatwas, si vous voulez, qui circulent, qu'on retrouve sur Internet, parce qu'on numérise tout, et aussi qu'on trouve sur les chaînes satellitaires. Donc, on est face à une misogynie extraordinaire. Mais ce qui pose toujours un problème, c'est que c'est aussi cette vision anti-occidentale, parce que moi, en travaillant sur le discours des djihadistes, le moteur, le principal mobilisateur, c'est une forme de haine de l'Occident qui mobilise ces jeunes-là. Et que quand on nourrit chez des jeunes, que ce soit femmes ou hommes, cette haine de l'Occident, et bien après, on peut avoir des conséquences néfastes, parce que surtout quand on est né en Occident et quand on est dans des situations fragiles ou quand on est vulnérable, à un moment, il ne faut pas se demander pourquoi ces jeunes-là qui sont nés, qui ont grandi en Occident, vont retourner contre la société occidentale, la société qui les a abrités. Donc, un autre exemple, donc, c'est là, une citation toujours pour toi, ma sœur. En effet, certaines femmes de notre époque sont éprouvées par la violente vague du défaitisme, de bouleversement à cause de l'admiration qu'ils portent à une civilisation fictive. Bien évidemment, c'est moi qui ai rajouté, parce qu'il veut dire la civilisation occidentale, et un progrès de mortifère. De nos jours, les femmes n'adoptent que la superficialité, l'infamie et la bassesse morale de leurs homologues des civilisations, là aussi, vous voulez dire occidentales, qu'elles admirent. Donc, je pense que c'est un appel à la haine qui est véhiculé par cette littérature féminine et aussi par ce discours-là. Donc, dans un autre ouvrage que j'ai aussi acheté dans les librairies, pour toi, sœur musulmane, là, je suis tombée sur une autre approche qui se distingue un tout petit peu des autres. Là, on ne va pas utiliser les arguments d'autorité pour manipuler et pour convaincre et pour donner une certaine légitimité à nos propos. Là, on va utiliser une autre méthode, c'est tout simplement de rapporter des faits divers, des citations des chercheurs non référencés, pour dire, moi je ne dis pas que la société occidentale c'est la pire des choses dans le monde, mais je vous rapporte ce que les Occidentaux ont dit sur cette société-là. Et par exemple, dans l'un de ces arguments-là, il va citer Marilyn Monroe
pour essayer de convaincre que la place de la femme, parce que là aussi, la femme, il existe une seule femme dans cette idéologie-là, c'est une femme pure, c'est une femme bien évidemment salafiste, et il va dire que Marilyn Monroe était malheureuse, s'est suicidée parce qu'elle n'a pas pu réaliser son rêve d'être à la maison, femme au foyer et d'avoir des enfants. Donc pourquoi aller s'engager dans des carrières, pourquoi travailler? Parce que en fin de compte, pour les femmes qui travaillent, elles subissent le viol, et même il va citer une féministe et il va détourner des propos d'une féministe française pour dire que le féminisme ce n'est qu'un mensonge inventé par les hommes et que ça n'a rien apporté à la société occidentale et qu'il faut qu'on arrête avec le féminisme parce que de toute façon la solution elle est magique, donc pourquoi aller chercher ailleurs? Et là toujours on revient à pour toi ma sœur, c'est si l'islam a prescrit à la femme de se voiler, bien évidemment il va rajouter, enfin, c'est pour la préserver de l'avilissement, la protéger des postures douteuses et de la débauche, l'empêcher de se rendre coupable de crimes et d'ignominie, lui faire porter la parure de la piété, de la pureté, de la chasteté. Il s'agit en somme d'une mesure préventive visant à couper court à toute forme de dépravation. Donc, je pense, je ne vais pas m'étaler, je vais être plus courte, parce que vous avez compris ce qu'il y a dedans. Donc, je ne vais pas vous sombrer dans une forme de dépression, parce que c'est ce qui m'arrive presque après chaque lecture. Mais là, j'ai dit, alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Bon, je vais lire ce bouquin-là. Enfin, qu'est-ce qu'il va avoir? Donc, je suis allée chercher toujours sur Internet des profils des femmes salafistes et savoir comment ces femmes-là s'approprient ce discours-là et leur engagement aussi. Donc, ce que vous allez voir, je vous ai dit, l'enquête est toujours en cours. Donc, regardez avec moi ce profil-là d'une femme bien évidemment engagée dans le salafisme qui s'appelle Ismaïl Mab Sabih. Bien évidemment, dans cette idéologie-là, c'est interdit de montrer les images, les photos. Donc, prêtez juste attention à la photo-là de profil. C'est une princesse. C'est une reine. Parce qu'on lui promet un pouvoir, mais en fait, ce n'est qu'une illusion. On dit, tu vas devenir la reine, mais la reine de chez toi. Donc, vous voyez comment. Un autre exemple. On est face à des illusions de pureté, de supériorité et de pouvoir, parce qu'en réalité, il n'y a rien. Tu vas devenir la reine de chez toi, la reine même pas de ton mari, parce que tu dois obéir à ton mari, sinon tu vas aller en enfer. Donc là, tu n'as pas trop de pouvoir, hein, tu n'as pas trop intérêt. Mais là aussi, on va toujours dans ce souci-là de proposer la solution. C'est quoi la solution? C'est que si tu ne veux pas que le monde sombre dans le désastre à cause de toi, à cause de ton maquillage, à cause de ta jupe, etc. Parce que c'est un discours très simple. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de complexité, parce que ça risque la complexité. Donc on va lui dire tout court, non, tu vas aller au marché, tu vas te maquiller, aller au marché, tu vas rencontrer des hommes, tu veux devenir enceinte, tu veux avorter, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tout ça, tout ce malheur-là? Tu veux pourrir la réputation de ta famille, de toute la société? Et non, tu ne peux pas. Donc là, je vais lui faire peur. Après, je vais lui dire, pourquoi tu fais ça si tu peux être une reine? Pourquoi tu fais ça si tu peux être une femme pure? Et regardez le champ sémantique qu'on utilise, qui est extrêmement large. Je vais vous en citer quelques exemples. Femme du paradis, dotée de foi, sincérité, toujours ces codes-là. Pureté, piété,
pudeur, profondeur de pudeur, la force de la foi, la pureté du cœur, la virginité de l'âme, la patience, haute valeur, la chasteté, atteindre la félicité, le bonheur, la sécurité et les honneurs dans les deux mondes. Si elle, bien évidemment, respecte, elle connaîtra le bonheur, sera préservée et préservera également la société de la tentation dont elle peut être la source, car la femme est tentante. Vous voyez avec quel discours un tout petit peu réconfortant? Et ma sœur. Et je suis tombée sur un site qui est « Je suis musulmane et je suis fière ». Enfin, c'est ce genre de titre, ce genre de code qu'on utilise. Donc, ma sœur, sois fière de porter la tenue des femmes du paradis. Donc là, c'est sur Google, hein, c'est accessible à tout le monde. Donc, bien évidemment, il faut s'aligner toujours sur un modèle. Ce sont les compagnons du prophète et les compagnonnes. Donc, c'est un modèle unique. Non, tu vas devenir scientifique, physicienne. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Non. Pourquoi? Il y a un modèle qui est déjà là pour toi. On te l'offre. T'as qu'à faire ça et ça et ça et tu vas devenir. Donc là, j'ai trouvé cette image-là extraordinaire. C'est vraiment c'est la liberté. Tu vas devenir un... Et ce qui est intéressant, toujours sur Internet, c'est que c'est un marché qui s'ouvre. Parce que là aussi, en cliquant bien évidemment sur ces sites bénis, je plaisante, je reçois tous les jours des propositions, des sites, bien évidemment, de rencontres halal, des sites surtout des marques de mode salafistes. Hafsa Collection. Donc, Hafsa Collection, c'est, si vous voulez, c'est une nouvelle marque qui est proposée aux femmes et bien évidemment sur des sites. Ce sont souvent des sociétés qui existent à l'extérieur. Donc, je suis tombée sur une marque Abu Hanif qui est aux Émirats, mais aussi des marques qui sont là, basées en France, et qui proposent aux femmes, c'est par exemple cette marque-là, Maktabat Tawhid. Livraison rapide dans le monde entier. Et pour pas cher, hein. Donc, bien évidemment, regardez les codes qu'on utilise pour... Bon, la Maktaba Tawhid propose à travers sa boutique en ligne un large choix de produits à l'éthique musulmane. Notre entreprise s'attache, bi-iznillah, si Dieu le veut, à respecter le Coran et la Sunna dans les produits qu'elle propose. Donc là, on va utiliser Dieu, on va utiliser le Coran, on va utiliser le prophète comme outil de marketing. Pour vendre, c'est tout. Pour vendre, c'est... Et ce qui m'intéresse, et c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien pouvoir le faire, ce sont, je vous ai dit, les modalités de réception. Là, par exemple, c'est un commentaire de Asia Shaima, « Je suis une addicte de votre maktaba. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez vous, que ce soit les abayas, les livres ou les soins. J'en suis toujours super satisfaite. » Donc, Ayman, salam alaikum. Alors, je pense avoir acheté dans presque toutes les catégories du site, alhamdoulilah, des articles toujours top, des choix de livres juste waouh. Et l'équipe est waouh. Pardon. Donc, bien évidemment, il y a des relais sur les réseaux sociaux et il y a aussi des mannequins pour faire. Eh bien, il n'y a pas de visage, donc on respecte bien la doctrine, alhamdoulilah. Là, c'est un commentaire de Sulaiman, je l'aime d'amour, le sitar à clip Hafsa. Ok, vous allez me dire, on est dans une société démocratique, donc on garantit la liberté d'expression, la liberté de croyance, mais il y a des limites. Quand il y a un appel à la haine, au rejet
parce que là, ce que je vous ai apporté, j'ai pas dit tout, mais il y a encore plus des atrocités vraiment qui circulent, que ce soit sur Internet ou vraiment dans les ouvrages. Il faut que ça cesse. Il faut que ça soit le discours violent. L'appel à la haine n'est pas passible de la loi en France. Donc on est puni pour ça, on est sanctionné. Mais pour le discours misogyne, non. Non. Et il faut que ça change. Parce qu'on ne peut plus accepter ce genre de discours sur les femmes circuler dans nos librairies et circuler sur la toile. Et surtout en langue française. Par précaution, par prévention, par souci de protection. Et là, je reviens et je terminerai sur ce volet-là, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on transmet aux nouvelles générations. Et si on va éduquer nos enfants dans la haine, dans le rejet de l'autre, on ne peut pas bâtir un vivre ensemble. C'est ça ce qui pose un problème. Et que quand je vois aussi sur le marché francophone des dessins animés sans musique, parce que la musique dans l'idéologie salafiste est prohibée, par respect aux droits de l'enfant, est-ce qu'on peut laisser ce genre de choses circuler? Et cette forme d'éducation, est-ce qu'on peut imaginer des enfants dans ce repli communautaire, aller à l'école publique, côtoyer d'autres enfants? Qu'est-ce qu'ils vont penser de leurs camarades? Qu'est-ce qu'ils vont penser de leur maîtresse? Des personnes de leurs concitoyens en général, s'ils n'appartiennent pas à la même, s'ils n'adhèrent pas au même système de valeurs. C'est ça le problème. Donc ce que vous voyez, c'est des dessins animés sans musique. Vous voyez, la deuxième image, c'est le nounours Salah. C'est une image que moi j'ai prise parce qu'il est en vente. C'est un nounours sans yeux, parce que aussi là, dans l'idéologie salafiste, ça renvoie à une âme, donc, et c'est Dieu seulement qui est le créateur. Donc on n'a pas le droit de laisser nos enfants jouer avec ce genre de jouets, donc qui est en vente. Il y a aussi sur le marché francophone pour les enfants des histoires aussi de tendance salafiste. Les valeurs, les bonnes valeurs sont spécifiques à cette communauté-là. Et les autres, il faut les rejeter. Ce sont des mécréants, ce sont des koufars. Donc, ça pose un réel problème dans l'éducation et dans la construction de la personnalité de ces enfants-là. Comment on peut élever un gamin ou une gamine en lui disant que l'autre qui ne croit pas comme toi, qui ne s'habille pas comme toi, c'est quelqu'un qui va aller en enfer. Et c'est quelqu'un qu'il faut rejeter, qu'il ne faut jamais faire comme lui. Il ne faut pas parler comme lui, il ne faut pas l'imiter. Donc on ne peut pas, c'est très risqué pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Et on ne peut pas bâtir et développer des politiques de prévention contre toute forme de radicalisation ou de délinquance si on ne prend pas en considération. Moi, personnellement, c'est ce qui m'inquiète. Là même, vous allez tomber sur des anachides, bien évidemment, destinés aux enfants. Là aussi, il faut un peu pousser la porte pour voir qu'est-ce qu'on raconte. Rien, moi, je me suis arrêtée juste sur les titres. Astaghfirullah, je demande pardon à Dieu. Subhanallah, Alhamdulillah. Donc, c'est une série d'histoires destinées aux enfants. La question, c'est que qu'est-ce qu'il y a dedans? L'éducation, c'est le levier principal pour la prévention. Et si on ne travaille pas sur l'éducation, on ne peut pas prévenir la radicalisation. Et donc, je termine là-dessus. Et je dirais c'est aussi un appel aujourd'hui, et à travers cette recherche-là, que j'espère pouvoir
on va dire, la finaliser et publier aussi et la mettre au service des décideurs politiques pour qu'ils soient un peu au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'on a le droit de dire et que aussi peut-être réfléchir un tout petit peu à reposer les limites et bien évidemment sans toucher à la liberté d'expression parce que c'est un droit fondamental, ni à la liberté de croyance, là aussi c'est un autre droit fondamental, mais aussi trouver un compromis entre les deux pour que tout le monde puisse vivre ensemble sans qu'il y ait un rejet, sans qu'il y ait un repli, parce que c'est là, je pense, ce sont les causes de toute forme de délinquance et de radicalisation dans nos sociétés. Je vous remercie.